1939. Les troupes allemandes marchent sur l'Europe. La France entre en guerre contre l'Allemagne. En juin 1940, la France est occupée. Le 17 juin, le maréchal Pétain, nommé président du Conseil, prononce un discours radiophonique qui annonce l'arrêt des combats et marque le début de l'occupation. Le 25 juin, l'armistice signé entre la France de Pétain et l'Allemagne hitlérienne entre en vigueur. L'objectif du maréchal Pétain est de préserver l'honneur de la France, sa souveraineté et sa gouvernance sur les colonies. La France est alors divisée en deux zones par une ligne de démarcation. La zone nord est occupée par les Allemands et la zone sud, dite zone libre, est sous l'autorité du maréchal Pétain. Depuis Londres, le 18 juin 1940, le général de Gaulle, futur chef de la France libre, appelle à la résistance. Il veut incarner la légitimité d'une force française libre auprès des Alliés. Les Français sont alors divisés entre ces deux chefs. Pour les uns, c'est le soulagement. Pour les autres, c'est la révolte. Le maréchal Pétain prône alors la devise « Travail, famille, patrie ». Et très vite, ce nouvel ordre politique se transforme en une idéologie autoritaire qui en profite pour épurer de l'administration ses étrangers, ses esprits contestataires et tous ses opposants. Pendant ce temps, l'essentiel de la population ne réagit pas, trop accablé par la défaite et préoccupé par la réorganisation de son quotidien. Mais face à cette vision de la France, une résistance isolée émerge malgré les risques et des moyens dérisoires. On était soumis à une énorme propagande pétainiste que beaucoup voudraient faire oublier. J'ai vu flotter le drapeau nazi sur le beffroi de l'hôtel de ville, place des Terreaux. J'ai été appelé au STO, alors je suis parti à Bourg en vélo, mais je ne suis jamais arrivé. C'est une période très particulière qui a envoyé des tas de Français en camp de concentration. Il y a des fois où il y avait une feuille de cigarette entre la vie et la mort. Quelqu'un qui cachait des juifs ou qui aidait des juifs était passible de la peine de mort. Pour moi, l'enfance s'est arrêtée à la porte de Montluc. Tous mes camarades sont morts, je suis le seul survivant du char. Moi j'ai toujours pensé que je reviendrais, c'est tout. Quand on aime son pays, on le défend. Une véritable armée de l'ombre se structure et organise des actions de plus en plus opérationnelles en lien avec les armées alliées, anglaises et américaines. C'est alors que la milice et l'armée allemande multiplient les arrestations et les exécutions de masse. Les résistants jetés en prison sont systématiquement torturés par la Gestapo et beaucoup se dotent de doses de cyanure pour se suicider afin d'éviter de parler. Malgré cette répression barbare, la résistance autoproclamée armée de l'intérieur ne cesse de grandir. Elle réunit de plus en plus de résistants de toutes origines, confessions et opinions politiques. Tous sont opposés à l'occupant et à ses collaborateurs. Suite au débarquement allié en Afrique du Nord, les armées allemandes et italiennes envahissent la zone libre le 11 novembre 1942. Toute la France est désormais occupée et contrôlée par les forces de l'Axe. À Lyon, la tristement célèbre prison militaire de Montluc est dirigée par Klaus Barbie. Elle devient un lieu de détention, de torture et de transit vers les camps de la mort. Plus de 9000 hommes, femmes et enfants y connaîtront des conditions de détention inhumaines. Vous, les déportés, étiez contraints à effectuer d'effroyables marches par un froid glacial. Les nazis vous obligeaient à fuir devant l'avancée des troupes alliées, vos libérateurs. L'œuvre de mort avait commencé très tôt avec l'élimination des handicapés, puis vinrent les opposants politiques et religieux, les tziganes, les homosexuels, tous devaient disparaître. Tout était calculé dans une organisation minutieuse et sadique pour non seulement tuer, mais surtout pour dépouiller les prisonniers de leur dignité de personnes humaines. Le crime contre l'humanité, c'est tuer quelqu'un sous prétexte qu'il est né. À tous ceux qui nous ont quittés, à tous ceux qui ne sont pas revenus. Pour nous devons sans cesse
Et nous devenons aujourd'hui les témoins des témoins. C'est là l'enjeu aujourd'hui, alors que nous n'avons que très peu de rescapés des camps de concentration, très peu de résistants encore en vie, et donc nous avons le devoir de suppléer à leur absence et de témoigner à notre tour, c'est-à-dire de recueillir leurs témoignages et à partir de leurs témoignages de transmettre. Aux plus jeunes, c'est toujours possible, le retour de l'horreur est toujours possible, mais on peut toujours la vaincre, parce que les gens se lèvent, sont debout, et Gaston Deferme parlant ici ensuite, quand il songeait à Jean Moulin, était debout. Il y avait une raison quand même, pourquoi ils n'ont pas parlé les témoins lorsqu'ils sont revenus. Est-ce qu'ils auraient trouvé les mots qui convenaient à cette... Je pense que ce qu'ils racontaient ou ce qu'ils allaient raconter était si effroyable qu'ils pensaient qu'ils ne seraient pas crus et entendus devant l'horreur dans laquelle le nazisme avait plongé une partie de l'humanité. Tous ces hommes que j'ai vus, et dont certains ont été des héros ou ont fréquenté des héros, se battant pour notre pays, ils étaient humbles. C'est eux les personnes, si vous voulez, qui ont eu une démarche exemplaire. Il fallait avoir du courage pour faire ce qu'ils ont fait, parce qu'ils risquaient leur vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait, et c'était légitime, ils avaient peur. C'est pas pour vanter, c'est pour vous expliquer qu'un régime comme ça, il peut revenir à tout instant. Hein. Vous savez, des Barbies, l'Allemagne en fabriquait à la chaîne, hein, pratiquement. Eh bien parce qu'on a tendance à l'oublier. J'ai été invité un jour à venir à l'école de Châtillon-la-Palud pour expliquer ma guerre aux étudiants. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je me suis rendu compte que je les rasais. J'ai compris que ça ne passionnait pas les jeunes qui m'écoutaient. C'est pourquoi quand on est venu quelque temps après me demander de revenir, j'ai renoncé. Les choses qui se reproduisent, et regardez actuellement comment ça se passe. Vous avez des pays du monde où il se reproduit ce qu'on a connu. Il ne faut pas l'oublier, on ne le sait pas complètement d'ailleurs. Et si on laisse déborder certaines personnes, il y en a qui ont tendance à avoir de mauvaises intentions, de mauvais instincts, alors c'est quand même difficile. Et ça se règle pas facilement. Pour prévenir, quand les Allemands venaient, j'agitais un drap à la fenêtre et mon frère, qui était parmi ceux qui étaient résistants, quand il a vu le drap, alors il a dit, il y a les Allemands au village, ils se sont retirés. Il y a eu l'hôpital, l'agent de liaison, sachant mes projets, m'a demandé si je voulais aller travailler dans cet hôpital. Comme j'étais mineure, il fallait l'autorisation des parents qui ont été d'accord parce que c'était pour moi un début de cette carrière que je voulais faire. Les très très grands malades, ils allaient aussi sur Lons-le-Saunier. À la libération de Lons-le-Saunier, il y a une vingtaine de blessés, de malades, qui sont venus à l'hôpital FFI. Ça a été dur. J'ai fait des maladies, j'ai contaminé, mais j'ai continué. C'était une histoire de fou, la résistance. Vous savez, ça va de la simple lettre qui est portée aux gars que vous faites évader d'un endroit, à des gens que vous allez dépanner chez eux. Enfin, c'est très varié. Et puis, il n'y avait rien à gagner. Hein. Attention, même si le gars réussissait une opération ou un truc comme ça, il pouvait que se faire ramasser et c'est tout. Hein. Parce qu'officiellement, il n'y avait quand même pas de grade dans la résistance. On disait, ben celui-là, oui, il nous commande, tiens, c'est le patron, tout, mais il n'y avait pas de grade, c'est pas comme, non. Dans le fond, à la résistance, il y avait de bon esprit. J'ai été chez ma soeur, mon beau-frère était prisonnier, elle était dans une ferme, j'étais de travailler chez elle. Alors, j'étais au boulot
le jour au boulot dans la ferme, et puis la nuit au parachutage. Hein. Pas toutes les nuits, mais enfin, ça se passait vers les 3 heures du matin. Hein. Et il fallait tout ramasser, hein, avant le jour. Il fallait tout ramasser. Alors il y en avait qui venaient avec des tombeaux, des bœufs, avec quelques camions qui venaient. Alors il fallait encore mettre ça dans les camions, aller les décharger, les couvrir, y cacher. Bon, c'était pas un métier de feignant. Hein. Par exemple, au monastère, ils ont caché les juifs, c'était quelque chose là. Hein. Ceux qui s'occupaient de ça, c'était le père Bernard. Ben, lui, il est mort en déportation. Hein. Mais c'était un grand résistant. Hein. Ils ont caché des armes. Ils avaient 5 tonnes de munitions cachées là. Hein. Le monastère, ça a été des résistants extraordinaires. J'ai été contacté par un camarade au lycée Lalande, toujours par le mouvement Libération d'ailleurs, pour créer à l'intérieur du lycée un groupe de résistants. Le but finalement c'était de constituer un groupe qui allait prendre les armes au moment du débarquement. Le chef a eu l'intelligence de dire il ne faut pas se faire tuer sur place, on n'est pas à Verdun, parce que le but des Allemands c'est de détruire le maquis, donc on va faire semblant d'être détruit, on va disparaître. On savait aussi que les moyens employés par la milice ou la Gestapo pour faire parler, c'était quelque chose de pas triste. Hein. Parmi les déportés, il y avait des catégories définies par un décret, le décret Nacht und Nebel, nuit et brouillard, donc c'était des déportés qui, de toute façon, ne seraient jamais revenus. À partir d'un certain moment, on m'a initié au maniement, à la manipulation d'une mitraillette anglaise, une Sten, et j'avais mes points où je déposais ces mitraillettes, j'expliquais comment elles fonctionnaient, et c'était dangereux. Ceux qui étaient ramassés par les Allemands, ils allaient dans les camps de concentration. Moi, j'ai eu la chance d'être arrêté par des Espagnols qui m'ont emmené dans une ville, dans une prison, où je suis quand même resté presque 4 mois. Moi, j'étais dans une cellule qui était couverte de punaises. On faisait des concours de celui qui écrasait le plus de punaises dans la nuit. On arrivait à une centaine. Hein. Et c'est comme ça que j'ai fait le débarquement et participé à des batailles comme celle de Colmar, qui était dure. Et en plein hiver, on se couchait en dehors du char, dans la neige. Et moi, en ce qui me concerne, mon char a été détruit par un Panzerfaust. Et je me suis retrouvé prisonnier des Allemands. La Légion d'honneur, on me l'a donnée comme on la donne à beaucoup. Mais bon, je l'ai à titre militaire. Et dans la série, décoré au péril de leur vie. Mon témoignage est quelque chose de très différent de ce que vous entendrez normalement. Dans la mesure où moi, je n'étais pas résistante, ma mère est arrêtée le 25 mars 1944 et elle m'a emmenée avec elle à Montluc. On a attendu assis sur les marches d'escalier en se demandant où il fallait mettre une femme avec une gosse alors que je n'étais pas juive. Une journée entière sans rien faire, sans rien pour jouer, sans rien pour lire, sans rien. C'est plus vite fait de dire sans rien. Et avec aucune tolérance de la part des autres détenus. Dans les camps peut-être, mais en prison sûrement pas. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Je suis donc à la Gestapo, et c'est là où j'ai fait la connaissance de Barbie. Il dit « Alors Colette, qu'est-ce que tu fais? Ça fait un moment que je t'attends. » Comme ça, doucereux, comme tout, hein, doucereux. Ça fait un moment que j'attends. J'ai dit « Monsieur, je ne m'appelle pas Colette, je m'appelle Jeanne Savoie. » Mais non, passe. Il me donne une, je ne peux pas dire une claque, une baffe, on peut dire.
Et j'ai débarroulé tous les escaliers. Alors, interrogatoire, des coups de cravache, des coups de pied dans le dos. Il m'a trempé la tête dans l'eau. J'ai tout fait. Il sortait la tête de l'eau. Allez, parle. J'ai dit, mais j'oserais bien parler, mais je ne sais rien. Ben, je suis accueilli par Barbie, et passé pratiquement immédiatement à la torture avec Barbie, qui commande la torture. Il touche pas, mais il commande la torture. Ça revient au même. Hein. J'ai eu la baignoire aussi, Saint-Four. Et ça, j'ai pas parlé. J'ai voulu m'engager dans l'armée et à ce moment-là, il me faut l'autorisation parentale parce que je suis très jeune, et j'ai 16 ans d'ailleurs, et mon père me refuse cette permission pour la bonne raison, c'est un grand invalide de guerre de 14-18. Avant, on disait pas, tiens, ça y est, t'es dans la résistance. On était étudié par un entourage de mon comportement face aux événements, afin qu'ils m'ont demandé si je voulais les aider. On a du renseignement d'abord, et ensuite on a créé des maquis dans la région de Tarare, Tizi, Roanne. Alors le renseignement, ben, les mouvements de troupes, les passages d'horaires de train de munitions ou de permissionnaires allemands, enfin ça faisait partie de notre travail, tout ça. Voilà. Les faux papiers qu'on a fait pour des juifs, on en a fait de 3 à 5 000. On n'a pas tenu une comptabilité. Hein. C'était risqué d'ailleurs à ce moment-là. Je ne suis pas resté longtemps au Fort Montluc pour la bonne raison qu'ils étaient pressés de débarrasser les gars comme nous, les emmener en Allemagne. Voilà. Alors, on est embarqué dans les wagons de voyageurs avec les vitres grillagées pour pas qu'on saute par les fenêtres. Mais enfin, quand on arrive, que les portes s'ouvrent du wagon, donc on a une dizaine de morts dans le wagon. On a des gars qui sont devenus fous par le manque de boissons, d'autres à moitié asphyxiés parce que c'est très mal ventilé. Et il y a des ouvertures de rien du tout dans ces wagons à bestiaux. Voilà. Et quand les portes s'ouvrent, en face de nous, les SS, mitraillettes au poing, et puis des chiens excessivement mauvais. Réveil à 4 heures, distribution d'une ration de café, fait avec tout ce qu'on veut, sauf du café évidemment. Mais on n'aura rien d'autre de la journée, et on va sur la place d'appel. La place d'appel, ça dure 2 heures environ, au garde à vous, par tous les temps, la pluie, la neige, le vent, le soleil même. Et moi je suis désigné pour aller à la carrière de pierre, casser des cailloux pendant 12 heures. Au bout de 12 heures, on rentre dans notre bloc, on nous distribue notre nourriture, qui consiste en une tranche de pain, une soupe faite avec tout ce qu'on veut, sauf des pommes de terre ou de la viande, et on retourne sur la place d'appel. Et là, sur la place d'appel, on reste encore, alors le soir encore plus longtemps que le matin, parce que c'est pris sur notre temps de repos. Et quand c'est terminé, on rentre dans notre bloc avec où là on pense qu'on pourra se reposer correctement, et toutes les nuits on a des fouilles et des appels. On a encore souffert de la faim quand on est arrivé dans les lignes américaines, parce que il y avait les prisonniers d'hier appliqués sur les lignes américaines, les STO, nous, et il n'y avait pas assez pour les troupes et pour nous. Ce qui fait que c'est les prisonniers d'hier qui m'ont nourri. Moi, je me suis écoulé au bout de ces 30 km de plus. Et je commençais à être paralysé des bras et des jambes. C'est les prisonniers d'hier qui m'ont nourri à la cuillère, jusqu'à ce que je récupère. En principe, on compare avec ceux de 14-18 qui ont une jambe en moins, une gueule cassée. Et nous, on a l'air d'être intacts, vous savez. Mais tout le dedans est délabré. Hein. Les enfants juifs, ça pose aucun problème. On les mettait dans un endroit, on savait que le lendemain ou le surlendemain, pratiquement, ils partiraient. J'étais dans un quartier où il y en avait tout plein. Ça n'a jamais posé aucun problème parmi nous. On allait à l'école ensemble. Comme elle ne portait pas l'étoile jaune chez nous, nous, parce que nous, nos collègues auraient eu une étoile jaune, on aurait demandé la même chose. On aurait mené la même vie.
Ça n'a été connu qu'après la guerre, l'étoile jaune, auparavant, pas pendant. Parce qu'à Montluc, c'est une période hors du temps. Donc j'ai vécu comme si c'était pas moi, comme si c'était à côté de moi. Ma mère leur dit, il va y avoir un bombardement cette nuit. Elle l'avait entendu à Londres à travers des messages codés. Il n'y avait plus de bombardement à Lyon, il y en avait eu en juin 40, plus jusqu'au 25 mars 44. J'ai vu flotter le drapeau à croix gammée, le drapeau nazi, sur le beffroi de l'hôtel de ville, place des Terreaux. Nous voilà arrivés dans ce hameau de Charbonnières, où nous allons rester jusqu'à la libération de Lyon, c'est-à-dire durant 22 mois. On ne savait même pas ce que c'était que d'être juif. On nous avait dit qu'on partait à la campagne parce qu'à Lyon, il y avait des problèmes de nourriture, etc., que c'était la guerre, mais pas dangereux en tant que juif. Dangereux parce qu'on était en France et que l'armée allemande était rentrée. Certaines personnes, je l'ai su bien longtemps après, n'ont pas été très très heureuses de connaître notre présence, que nous soyons dans le village, parce qu'on risquait de leur attirer des ennuis. Personne n'a jamais rien dit. Les justes, ce sont des personnes de religion non juive qui, pendant la dernière guerre mondiale, ont aidé des juifs à survivre. Quelqu'un qui cachait des juifs ou qui aidait des juifs était passible de la peine de mort. En France, il y a pas tout à fait 4000 personnes qui ont reçu le titre de juste, alors qu'il devrait y en avoir beaucoup plus. Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir